Oui, c'est vraiment la grosse nouvelle hein, depuis hier, la mort du chroniqueur Pierre Foglia, qui nous a quittés à l'âge de 84 ans. Il avait la maladie de Parkinson depuis quelques années. Et vraiment, c'est une pluie d'hommages depuis hier, des chroniqueurs, des journalistes, des membres du public, les politiciens aussi là, qui ont réagi. François Legault, qui a fait une déclaration, qui a fait un post hier en disant que le Québec perdait une voix unique, qu'il avait marqué le journalisme par son style inimitable, sa lucidité. Il y a également Yves-François Blanchet du Bloc québécois qui a réagi aussi. Hein, il disait que jouir coupable de ses incisions dans la bien-pensance ou se laisser bercer des élans doux et ludiques d'un quotidien philosophe, il pouvait, lui, tout dire. Ça, c'est ce qu'a dit M. Blanchet. Et surtout maintenant, ce que va nous dire Rémi Villemur, parce que je sais que Rémi, tu aimais beaucoup Pierre Foglia. Ouais. Rebonjour, Rémi. Rebonjour, Karima. Écoute, savais-tu, toi, par exemple, que 80% des lecteurs de la presse lisaient la chronique de Pierre Foglia du temps qu'il était chroniqueur là-bas? Je suis pas étonnée, parce que même certains disent là, que la journée où il signait pas sa chronique, là, ça pouvait faire même baisser le tirage. Puis on oublie aussi à quel point que les gens, quand ils aiment leur chroniqueur, c'est une identité aussi là, du journal. Puis on veut aller lire ce qu'il va dire. On veut, il y a comme, c'est un rendez-vous, en fait. Oui, c'était la page A5. Puis quand il a décidé de s'en aller en 2015, le directeur du marketing de la presse a dit que c'est le seul chroniqueur à la presse et peut-être dans l'histoire de la presse moderne au Québec qui, après être parti, va, disons, susciter le risque dans son organisation que le tirage baisse. C'était jamais vu. 90% des lecteurs, selon une étude, le connaissaient et 80% le lisaient. Je ne sais pas s'il y a ça aujourd'hui dans les journaux au Québec. Je pense pas. C'était un grand chroniqueur et pour des raisons, je trouve, très étonnantes. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense au métier de chroniqueur, on a une certaine idée de ce métier-là. Ce sont des experts. Souvent, les chroniqueurs économiques ont une formation en économie. Les chroniqueurs politiques sont des anciens élus, des anciens conseillers politiques, ont une formation en socio, histoire, sciences politiques. Lui, c'était un chroniqueur issu du journalisme sportif qui ne se considérait pas comme autre chose qu'un chroniqueur. Il disait « Je ne suis pas un écrivain, j'ai pas d'œuvre, je ne suis pas un intellectuel, j'ai pas de pensée non plus. » D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a refusé toutes les demandes de publication de ses chroniques. Et là, finalement, il a accepté qu'on publie ses textes sur le vélo. Mais c'était tout. C'était tout. C'était le chroniqueur des choses simples. Il disait « Je suis le chroniqueur du dérisoire. Je suis le pompiste de rien. » C'est qu'il pouvait prendre une chose, une observation du monde, quelqu'un qui va prendre son café, limite, puis là, partir là-dessus, puis ça t'amenait sur une réflexion plus large, en fait, sur la vie aussi. Puis il prenait un risque en faisant ça, parce que quand vous êtes un styliste, c'en était un, quand vous avez un univers, ben vous prenez le risque que les gens n'apprécient pas votre style ou n'entrent pas dans votre univers. Alors que c'est beaucoup plus simple d'écrire de façon très froide, plastique, rigide. Là, ben honnêtement, c'est prouvé, votre style risque de plaire à plus de gens. Mais lui, c'était son univers et son style. Donc, c'était presque un miracle que les gens tombent en amour avec ça. Et c'était donc le chroniqueur des choses simples. Et quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, quelques jours après, dans la presse, il a écrit ceci. Il a écrit « Les temps sont affreux pour les non-journalistes de mon espèce qui ont passé leur vie à souhaiter qu'il n'arrive presque rien. Les temps sont extrêmement durs pour l'anodin et pour la saveur des choses. On ne goûte plus rien. » Et là, écoute bien ça, quelqu'un a renversé la poivrière sur le monde. Donc, il disait, aujourd'hui, tout goûte quelque chose tout le temps, puis c'est fort parce que ça va trop vite, parce que la cadence, elle est effrénée. Il est parti en 2015, il a arrêté d'écrire en 2015, au moment même où l'histoire a commencé à s'accélérer. Le Trumpisme, les réseaux sociaux. 2 ans plus tard, la presse cessait la publication de son journal papier. C'est pas, pour moi, un hasard. La vie, des fois, envoie des drôles de signes. Je pense qu'il s'est retiré parce qu'il avait l'impression d'être englouti par le monde. Et lui, il avait besoin de prendre son temps. Il avait besoin que il écrivait de chez lui. Il allait pas... En fait, je pense quand il allait à la salle des nouvelles, c'était vraiment pour rencontrer les gens, pour discuter. Il faisait son tour
il allait comme en visite, mais il se retirait, comme on dit, dans ses terres, dans ses quartiers pour écrire. Oui, puis il avait tu sais, il disait, il était très modeste. D'ailleurs, il y a une belle rencontre avec Pierre Falardeau qui est encore disponible sur YouTube. Radio-Canada avait enregistré un souper que les deux avaient passé ensemble. On entend le bruit des verres, le bruit des serveurs, comme ça, c'est assez passionnant comme échange. Puis il est très modeste, puis Falardeau aussi est très modeste. Puis il dit, j'ai pas de pensée, je suis pas un penseur, je suis pas un intellectuel. Les intellectuels, ils ont des doctorats, ils sont professeurs à l'université. Par contre, quand on lisait Foglia, il y avait vraiment quelque chose comme une pensée. J'ai un autre passage pour toi, il parle des relations conjugales. Il dit, j'ai compris assez tôt dans ma vie que l'homme parlait de cul et la fille de cœur. L'homme parlait d'instant, la fille d'éternité, de perpétuation. Il écrit ça dans un journal, là. L'homme de pénétration. L'extraordinaire là-dedans, c'est que chacun était persuadé que l'autre lui parlait d'amour. Je les regardais aller, je me disais, mais comment ça se fait? Ils sont pourtant intelligents tous les deux. J'ai finalement trouvé leur truc. Chacun s'était persuadé que l'autre était une exception. Lui, il n'est pas comme les autres. Elle, c'est pas pareil. C'est ce que vous appelez tomber en amour, ce que vous pouvez être ingénieux, les humains, tout de même. Tu sais, c'est... Hein? Aujourd'hui, on n'est plus là. Oui, tu sais, il faut un sujet d'actualité. Il faut qu'il y ait un écho dans l'actualité. Lui, il t'écrivait ce qui se passe. Il racontait, par exemple, qu'il volait avec ses enfants dans les épiceries puis dans les magasins parce que c'était une façon de dire, même un chroniqueur, même un journaliste, je trouve que ça coûte cher, la vie. Donc, il nous révélait ça. Puis on disait, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il nous raconte qu'il vole des affaires. Fait qu'on se sentait proche de lui. On pouvait s'imaginer c'était quoi être l'enfant de Pierre Foglia aussi. Mais la plus belle leçon, je pense, et c'est là que je trouve ça étonnant parce que c'est quelqu'un qui a écrit plus de 10 000 chroniques. 10 000 chroniques, là. Hein, tu as reçu plus tôt aujourd'hui à l'émission Marc-François Bernier qui a écrit un livre à partir de 4 300 chroniques. Déjà, écoute. Mais entre 1978 et 2015, c'est plus de 10 000 chroniques. Et pourtant, la plus belle leçon de Foglia, c'est une leçon sur le silence. Parce que quand il est parti, il est parti. Il a refusé toutes les demandes d'entrevue. Il a refusé d'être pris en photo. Si vous lisez ce matin l'excellent texte d'Yves Boisvert, qui était un ami de Foglia, vous comprenez pourquoi aussi il ne voulait plus être vu, parce qu'il était gêné par sa maladie. Hein? Il n'était pas capable de regarder les autres dans les yeux, à part sa femme et ses enfants et ses petits-enfants. Puis, je trouve que le silence, c'est quelque chose qui s'est perdu. On dirait qu'aujourd'hui, on pense qu'on a toujours quelque chose à dire jusqu'à la fin de nos jours. Foglia, il disait non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Arrêtez d'essayer de m'avoir. C'est terminé. J'ai plus rien à dire. J'ai essayé de l'avoir à Il reste du monde. J'ai tout essayé. J'ai trouvé son adresse. D'accord? Et je me suis dit, c'est la dernière étape. OK? Je suis prêt à aller cogner chez lui. Mais avant toute chose, je vais écrire à sa petite fille que je salue, Louise Foglia. Je lui ai envoyé un message. J'ai envoyé une belle description de mon projet. Je lui ai dit, c'est pas pour les mêmes raisons que je veux recevoir votre grand-père. Je veux rendre hommage à ce qu'il était. Et elle m'a dit, Monsieur Villemur, il veut lire et vivre simplement. Et j'ai trouvé ça tellement beau. À l'époque où personne ne se la ferme jamais. Moi, le premier. Tout le monde a toujours quelque chose à dire. Puis lui, il a dit, je me tais. C'est terminé. Bien, en fait, c'est comme s'il a dit j'avais des choses à dire. C'est comme le témoignage aussi d'une époque. Tu sais, à un moment donné, tu as l'impression d'être en phase peut-être avec une certaine époque. Et tu appartiens à ce monde-là. Et là, ce qui vient après n'est pas nécessairement ce qui... Enfin, je veux pas... Tout à fait. Tu vois, tout à fait. On est plus petit que ce qui nous entoure. Et puisque c'est plus grand que nous, il faut peut-être s'incliner. Ça ne veut pas dire qu'on est dépassé. Non. Ça veut dire qu'on est ça. englouti. Et c'est aux autres de continuer. Et il était très gentil avec les jeunes. Il était admiratif du travail des prochains chroniqueurs, des prochains journalistes. Puis il était ému profondément quand il lisait des gens encore dans la presse. C'était quelqu'un qui était capable d'amour de façon exponentielle. Bien, très beau puis très bel hommage, Rémi, aujourd'hui. Merci. Merci à toi.